Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du CTBM sur les impacts environnementaux de scénarios de traitement biologique des déchets alimentaires, compostage et méthanisation. Donc, il est animé par le CTBM que je vais vous présenter avant de passer la main à l'intervenante Audrey Rousseau. Donc, le CTBM, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation. C'est une structure associative qui fédère les centres de recherche publics, associatifs et privés sur la méthanisation à l'échelle française. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relativement dispersé sur le territoire. Nous travaillons sur tous les aspects de la méthanisation, agricole, industrielle, à partir de bouts de stations d'épuration, à partir de tous les intrants et avec toutes les valorisations, que ce soit par cogénération, épuration du biogaz ou autre. L'objectif du CTBM, c'est de favoriser la diffusion des connaissances et le développement de la filière, donc à travers différents outils. Nous mettons à disposition les webinaires comme aujourd'hui, mais qui sont donc ouverts au public et enregistrés pour être diffusés ensuite sur YouTube. Les supports sont également disponibles sur notre site internet. Vous trouvez également le site internet infometa.org qui rassemble sur des fiches thématiques les différentes connaissances scientifiques établies sur les questions qui sont posées à la méthanisation, sur ses aspects environnementaux, agronomiques, énergétiques et socio-économiques. Toutes ces connaissances sont également mises à jour à l'occasion des journées recherche-innovation qui se tiennent tous les 18 mois avec un partenaire de notre réseau. Les dernières étaient en mars 2022 à Lyon. Vous pouvez retrouver les présentations et la synthèse sur notre site internet. Enfin, nous travaillons aussi à travers des groupes de travail sur différentes thématiques. Nous travaillons sur la valorisation du CO2 issu de méthanisation, donc que ce soit dans un espace agricole ou des valorisations industrielles. Nous travaillons également sur les formations proposées à l'ensemble de la filière, que ce soit des formations initiales ou continues. Et nous avons également animé un GT sur le bouclage des cycles des nutriments qui a donné lieu à une brochure et une journée technique en 2021 dont vous pouvez trouver les informations et les présentations sur notre site. Nous faisons partie du Club Biogaz, donc l'interprofession du secteur de la méthanisation. Nous sommes basés à La Défense avec le soutien de l'ADEME. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet ainsi que les liens vers les éditions précédentes des webinaires. Donc, je vous remercie de bien garder vos micros et vos caméras coupés pour ne pas perturber le déroulement de cette présentation. Et je passe la main à Audrey Rousseau de Sol 3D qui va nous présenter l'étude sur les impacts environnementaux de la valorisation des déchets de cuisine et de table. Bonjour, merci à tous de participer à ce webinaire et puis je remercie le CTBM de nous avoir sollicité pour présenter les résultats de cette étude. Je vais peut-être juste revenir sur la première. Donc c'est une étude qui a été commanditée par l'ADEME, qui s'est terminée en 2019, qui est disponible maintenant sur la librairie ADEME, le rapport final et l'analyse de revue critique également. Et c'est un travail qu'on a mené conjointement, donc S3D Ingénierie. Nous, on est bureau d'études spécialisé en valorisation énergétique de la biomasse et je représente le pôle méthanisation. Et avec EVA qui a réalisé la simulation, en fait, analyse cycle de vie, puisque sont spécialisés dans la réalisation d'analyse cycle de vie. Donc ce partenariat a permis d'avoir une entrée assez technique sur le choix des scénarios, etc. Et puis de se confronter à ce qui existe vraiment dans les différentes filières. Donc je vais vous présenter les objectifs, le champ de l'étude. Je prends un petit peu de temps pour ça parce qu'on sait que dans une analyse cycle de vie, toute la présentation effectivement du champ de l'étude, des paramètres sont importants pour expliquer aussi les résultats. Donc je vais vous présenter ça tout d'abord. Ensuite, les principaux résultats, leur interprétation et plusieurs analyses de sensibilité qui ont été réalisées qui permettent de moduler un petit peu l'analyse des résultats, l'interprétation. C'est un exercice un petit peu difficile puisque l'étude est assez longue, donc je vais essayer de pas être trop longue et laisser du temps aussi aux échanges de questions-réponses à la fin. Donc si je passe un petit peu vite sur certaines choses, vous aurez l'occasion d'y revenir par des questions peut-être à la fin. Donc l'objectif de cette ACV était de comparer donc l'intérêt environnemental de différentes filières de traitement biologique des déchets de cuisine et de table, donc par compostage et par méthanisation.
avec l'objectif d'avoir une vision globale des impacts environnementaux de ces filières, de quantifier ces impacts, d'identifier les paramètres clés et puis de produire des résultats pédagogiques diffusables à différents publics. Donc les déchets qui ont été considérés, c'est bien les déchets de cuisine et de table, c'est-à-dire qu'on a pris en compte tout ce qui était produit par les ménages ou par des structures publiques et privées de la restauration collective. C'est des déchets qui peuvent contenir de la viande et du poisson. Par contre, ont été exclus du périmètre les déchets issus d'industries agroalimentaires, grandes et moyennes surfaces, ou encore tout ce qui va être déchets d'artisans de marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses un petit peu différentes, que ce soit sur la collecte, sur éventuellement la composition de ces déchets. Donc, le cadre a été défini comme tel. Les filières de traitement qui ont été retenues ont été pour le compostage de 3 types, le compostage domestique, le compostage partagé, donc à pied d'immeuble, et le compostage industriel, donc la plateforme plutôt de plus grande taille. Pour la méthanisation, là, 3 filières ont été retenues. La méthanisation dite à la ferme en cogénération, la méthanisation à la ferme en injection et la méthanisation plutôt centralisée en injection. Donc on va voir quelles sont les hypothèses qui changent entre ces différentes filières. Donc là, vous voyez en compostage, on a pris les partagés industriels. Donc ce qui change, c'est la quantité de déchets de cuisine et table qui vont être traités. Alors là, c'est pas rappelé, mais on est sur des quantités domestiques, on doit être sur 300 kg par an, et puis jusqu'à l'industriel où on a plusieurs tonnes par an. Je vais vous redire ça. Donc, au niveau de la répartition ensuite entre déchets de cuisine et table et déchets verts, là aussi, l'analyse bibliographique a montré que les répartitions n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, on a 50%, 50% en domestique, plutôt 1/3, 2/3 de déchets de cuisine et de table en compostage partagé, et puis plutôt l'inverse en compostage industriel, mais avec la différence qu'une part des déchets verts est plutôt structurant. Voilà, donc ça change un petit peu les bilans matière et l'attribution en fait des impacts. Puisque la partie structurant, on ne va pas lui attribuer d'impact, on considère que c'est une matière qui ne se dégrade pas. Et donc, toutes les émissions vont être attribuées aux déchets de cuisine et de table et à la partie des déchets verts qui se dégradent. Pas de collecte dans le cas du compostage domestique ou partagé. Une collecte sur un rayon de 33 km a été prise en compte pour le compostage industriel. Au niveau des procédés, on a donc pris des bacs de compostage, 300 litres dans le premier cas, 3 fois 600 litres dans le deuxième, et puis un compostage en milieu fermé avec aération forcée pour le compostage industriel. Ensuite, le transport du compost, aucun transport dans les 2 premiers cas, un transport sur 10 km dans le cadre du compostage industriel. La valorisation, elle est utilisée pour le compostage domestique, on a considéré que c'était utilisé au jardin. En compostage partagé, plutôt jardin, espace vert. Et puis en compostage industriel, là, une valorisation avec épandage mécanique. Et donc la partie valorisation agronomique prise en compte est un peu différente, puisque en compostage domestique et partagé, on a considéré que ça permettait de stocker du carbone, mais que ça venait pas substituer autre chose, alors que dans le cas du compostage industriel, on a considéré que cette matière organique venait éviter de la tourbe, ce qui est l'hypothèse en fait qu'on peut quantifier en fait en termes de valorisation matière organique. Ensuite, on a les filières méthanisation. Donc, à la ferme, on a considéré que les déchets de cuisine et de table représentaient 15%. Enfin, dans tous les cas, en méthanisation, les déchets de cuisine et de table sont pris en compte pour 15% du tonnage des intrants. Ils sont transportés sur une dizaine de kilomètres dans le cadre d'une méthanisation à la ferme. La valorisation peut être par injection ou par cogénération. Les digestats sont transportés sur 10 km et épandus donc en phase solide et liquide. Dans le cas de la méthanisation, on a considéré des quantités de fertilisants évitées, donc d'azote et de phosphore, et également les émissions associées.
Audrey, je t'interromps Oui, 30 secondes. Est-ce que tu peux cliquer sur masquer sur le petit cadre qui est en bas de ton écran parce qu'on ne voit oui, pas les d'accord, dernières lignes de tes tableaux? Merci. Désolée. merci. Oui, donc c'est important quand même comment on valorise le digestat. Donc comme je le disais, avec pour la valorisation énergie, donc injection ou cogénération. Puis on verra les impacts de l'un et de l'autre. En méthanisation centralisée, là on transporte un petit peu plus loin le biodéchet, hein, sur 35 km. On a pris l'hypothèse d'une méthanisation en injection, un transport sur 10 km des digestats en sortie et le même type de valorisation en fait qu'en méthanisation à la ferme en sortie. Je passe rapidement, hein, voilà, des petits zooms pour vous montrer comment on a construit les inventaires. Donc déjà, on a évalué voilà les tonnages traités, et puis ensuite l'ensemble des impacts, hein, que ce soit les infrastructures, les consommations d'énergie, les émissions dans l'air pendant le compostage. Pour le compostage, on n'a pas considéré d'émissions dans l'eau, hein, suite à la consultation de plusieurs publications. Euh, et avec cette hypothèse que les jus sont récupérés en fait et réutilisés en compostage. Donc là, vous avez un schéma pour le compostage industriel des différents ouvrages et équipements qui ont été considérés. Donc on a bien, par exemple, un biofiltre pour éviter les émissions d'azote dans l'air. On voit les différentes durées aussi de compostage et de maturation. Un autre zoom, la méthanisation à la ferme. Donc là, on traite 15 000 tonnes par an, dont 6 000 tonnes de déchets de cuisine et de table. Sur ce scénario à la ferme, la puissance était de 310 kW en cogénération ou 80 mètres cubes heure en injection, ce qu'on a considéré représentatif de cette filière méthanisation. Et là aussi, on a regardé les infrastructures, la consommation d'énergie, les émissions dans l'air lors du stockage amont des déchets et du digestat en sortie, et les éventuelles fuites de biogaz. Et torchage, bien sûr, du biogaz. Il y a bien sûr une hygiénisation de ces biodéchets qui est prévue. Alors, il est important également, dans une analyse cycle de vie, de déterminer l'unité fonctionnelle, hein, donc c'est-à-dire sous quel angle on va comparer les choses. Donc là, on est bien sous l'angle du traitement du déchet, c'est-à-dire qu'on va comparer tous les impacts par rapport à 1 kg de déchets de cuisine et de table traités. Alors, il y a pas mal de limites, il y a eu beaucoup de débats, hein, au cours de ce travail, puisque c'est un peu dangereux de vouloir comparer ces différentes filières qui sont complémentaires et qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions aussi. Donc là, il faut bien rappeler que cette ACV, elle se focalise sur les impacts environnementaux liés au traitement des déchets de cuisine et de table. Donc il y a déjà un certain nombre d'aspects qui ne sont pas pris en compte, hein, des aspects sociaux, sociétaux, économiques, qui n'ont pas été regardés. Et il y a certains impacts environnementaux, par ailleurs, qui sont mal connus ou difficiles à quantifier. Je vous évoquais déjà bah, quels sont les intérêts agronomiques d'un compost, d'un digestat. Il a fallu prendre des hypothèses sur ça substitue quoi, c'est quoi l'impact sur la qualité des sols à long terme. On verra après que les pratiques d'épandage jouent beaucoup aussi sur les résultats. Voilà, donc un certain nombre d'hypothèses à prendre et d'impacts environnementaux qui restent mal connus. Rappelez aussi que cette ACV, elle est attributionnelle et pas conséquentielle, c'est-à-dire qu'on regarde un certain périmètre d'impact, mais on ne va pas aller, par exemple, jusqu'à dire si on n'avait pas collecté ces déchets, ils seraient partis ailleurs, ou comment va évoluer le mix énergétique à l'avenir. Enfin, voilà, on s'est limité au périmètre que je vous ai présenté avant. Enfin, ce qu'on peut dire, hein, c'est que, y a une approche territoriale à avoir sur ce type de réflexion, hein, sur le traitement des biodéchets. Et donc là, on compare de manière théorique 5 filières, alors qu'en pratique, elles ont plutôt vocation à coexister sur un territoire, parce que, techniquement et matériellement, ça va pas forcément être possible de tout composter ou de tout méthaniser, que ça dépend d'un certain nombre d'autres paramètres. Ça dépend aussi de ce qui existe déjà sur le territoire, hein, en termes d'ouvrages, d'équipements. Euh, et puis, il est possible de traiter ces déchets de cuisine et de table
en fonction de ce qu'il y a d'autre comme substrat, puisqu'on a vu que c'est qu'une partie, par exemple en méthanisation, c'est qu'une partie du mix d'intrants, c'est 15%, et en compostage, il faut du déchet vert pour composter. Donc tout ça, effectivement, est à prendre en compte. Les différents impacts qui ont été évalués, je vais les balayer rapidement puisque ça permet de mieux comprendre ensuite les résultats. Donc on a l'indicateur changement climatique qui est le plus connu et qui est utilisé par ailleurs pour tout ce qui est impact bilan gaz à effet de serre, où là on évalue en termes d'équivalent CO2, les émissions notamment de carbone ou de méthane. On a l'impact destruction de la couche d'ozone, qui lui va caractériser l'impact sur la couche d'ozone. La formation d'O3 photochimique, donc l'oxydation photochimique, donc c'est des réactions chimiques qui se produisent en présence de rayons ultraviolets émis par le soleil, et donc ça va être impacté notamment par tout ce qui est NOx, COV, CO ou SO2. On regarde également l'acidification. Donc les émissions acidifiantes telles que les NOx, les SOx sont responsables de la dégradation des milieux aquatiques et du dépérissement des forêts. On a ce qui est eutrophisation eau douce et eutrophisation marine. Donc l'eutrophisation de l'eau douce, c'est plutôt les émissions liées au phosphore qui peuvent faire proliférer des algues en fait. Et l'eutrophisation marine, là, c'est plutôt les émissions d'azote. On vous présente également l'impact énergie, donc consommation d'énergie, c'est-à-dire on voit qu'il y a des scénarios qui sont plus impactants sur la consommation de ressources énergétiques et épuisement des ressources minérales, donc quand on consomme des énergies fossiles. Un autre élément pour bien comprendre la suite, c'est qu'on va vous présenter les impacts générés d'une part par chacune des filières, les impacts évités d'autre part, liés à la substitution potentielle de produits. Donc, par exemple, en méthanisation, le fait de produire de l'énergie, on vient substituer une énergie qui est fossile ou en tout cas qui préexistait. Et ensuite, en faisant la comparaison entre les deux, on obtient des impacts agrégés avec lesquels il faut faire attention effectivement pour comparer des choses qui sont comparables, quoi. Donc sur les impacts générés, là vous avez l'ensemble des impacts que j'ai évoqués avant et tous les scénarios. Donc c'est peut-être un petit peu difficile à lire. Après on va zoomer sur certains impacts et certaines filières. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est qu'au niveau impact, la filière compostage industriel est ressortie comme la plus impactante sur la majorité des indicateurs, sur 5 sur les 8. Et les filières compostage domestique et partagé, les moins impactantes. Les filières méthanisation, elles sont plus impactantes sur changement climatique, acidification et eutrophisation marine. Et ces trois filières méthanisation, elles sont généralement assez proches les unes des autres, que ce soit méthanisation à la ferme ou centralisée et en cogénération ou en injection, sauf pour la partie consommation d'énergie, où la filière méthanisation à la ferme en cogénération a un impact plus faible. On va mieux comprendre ensuite ces résultats. Alors, un indicateur qui est peut-être le plus familier pour tout le monde, c'est cet indicateur changement climatique. Donc, quand on regarde les différentes filières, donc de gauche à droite, CD, c'est compostage domestique, ensuite compostage partagé, compostage industriel, méthanisation à la ferme, injection, méthanisation à la ferme, cogénération et méthanisation centralisée. Où là, on a regardé les impacts en fait du transport des déchets de cuisine et de table en gris, de l'émission du procédé en jaune. Donc on voit que sur toutes les filières, c'est la partie émission du procédé qui est la plus impactante sur le changement climatique. Donc en compostage, on a des émissions lors du compostage et du stockage du compost, mais surtout lors du compostage. Et puis pour la méthanisation, là c'est des émissions liées effectivement aux émissions de fuite de gaz ou de torchage, principalement. Donc les émissions lors du processus sont les plus contributrices. En compostage, c'est du N2O principalement qui impacte le changement climatique.
Et puis, sur les filières méthanisation, c'est d'abord le méthane et ensuite le NH3. Alors, il faut savoir, mais on le verra après, qu'on a pris des hypothèses de fuite de méthane qui sont assez importantes et qui impactent aussi ce scénario. Et puis, lors de l'application au sol, c'est ce qu'on voit en violet, c'est les émissions, donc les deuxièmes plus contributrices, et c'est principalement le N2O qui joue. En compostage industriel, là on voit que le rose se dégage également, hein. Donc c'est l'énergie consommée sur la plateforme qui représente 10% de l'impact. Donc ça, il faut avoir conscience qu'il y a plus d'énergie consommée ramenée à la tonne traitée sur ce scénario, notamment parce qu'on a une partie de structurant et que donc on attribue beaucoup de consommation d'énergie aux déchets de cuisine et de table. Donc ensuite, on a fait une analyse de sensibilité sur les émissions de N2O, puisqu'on a vu que ça jouait beaucoup sur les filières compostage, et que dans la littérature, enfin dans la bibliographie, on avait pris une valeur de référence, mais qui pourrait être moindre, hein. On avait pris 0,36 et on a regardé jusqu'à 0. Et on voit que les filières de méthanisation sont plus impactantes si les émissions de N2O sont évaluées à 0 lors du compostage. Ensuite, une analyse de sensibilité sur les fuites de méthane, hein. Comme je vous indiquais, la référence elle a été prise à 5% de fuites de biogaz, ce qui est le résultat d'une installation, c'est quand même une hypothèse assez forte. Et donc, on a fait une analyse de 0 à 20% de fuite, sachant que 20% de fuite, c'est vraiment un site où la soupape serait en permanence ouverte. Voilà, donc on voit qu'avec 20% de fuite, effectivement, la méthanisation est plus impactante, hein. Et que, alors, pour que vous compreniez bien le graphe, hein, en couleur pleine, vous avez le scénario de référence. En damier, vous avez le scénario minimum. Et puis en hachuré, le scénario maximum. Donc on voit que la méthanisation, avec 0% de fuite de méthane, elle devient plus intéressante du point de vue impact changement climatique que le compostage, et à l'inverse, avec des fuites supérieures, elle devient beaucoup plus impactante. Sur l'oxydation photochimique, pour toutes les filières, c'est les émissions lors de l'application au sol qui sont les plus contributrices, hein, à cause des NOx. Pour les filières méthanisation, les émissions lors du processus de méthanisation sont les plus contributrices pour la méthanisation à la ferme en injection, à cause des émissions de méthane lors de la digestion. Pour la filière compostage industriel, l'énergie consommée sur la plateforme, là encore, se dégage comme premier contributeur, avec 24% de l'impact. Et pour les filières industrielles, donc qu'elles soient compostage industriel et méthanisation centralisée, le transport des DCT représente plus de 17% des impacts. Donc là, sur l'oxydation photochimique, le transport va jouer en fait, ce qui est moins le cas sur d'autres indicateurs. Sur l'acidification, là c'est vraiment l'application au sol, hein, qui se dégage, notamment due aux émissions de NH3. Et là, pour le coup, la filière méthanisation avec les digestats est beaucoup plus impactante que les filières compostage. En méthanisation, le stockage des digestats représente aussi 15% des impacts. On a fait une analyse de sensibilité du coup sur le stockage des digestats, en regardant quand on couvrait ces stockages, est-ce que ça a varié beaucoup? Alors le résultat est que non. C'est pas sur ces stockages qu'il y a d'énormes différences sur ces émissions de NH3, c'est plutôt vraiment à l'épandage. Alors sur l'eutrophisation, l'épandage au champ représente 20% de l'impact pour les filières méthanisation, hein, la lixiviation de phosphate qui en est responsable. Et cette lixiviation de phosphate n'a pas été considérée lorsqu'on applique des composts ou des digestats solides, puisqu'on a utilisé un modèle qui s'appelle SALCAP qui prend cette hypothèse.
Donc les filières compostage domestique et partagé ont très peu de flux entrants, donc du coup c'est l'équipement qui ressort en contribution. Et compostage industriel, l'énergie et les infrastructures de la plateforme de compostage sont les premiers contributeurs. Donc la filière compostage industriel se dégage avec un impact plus important sur l'eutrophisation que les autres filières. Sur l'épuisement des ressources, là encore, on voit que le compostage industriel se dégage, hein, avec cet effet pénalisant, hein. Il faut quand même garder en tête que le fait d'avoir pris en compte qu'une partie des déchets verts était structurant, et puis il y a également un effet d'échelle, hein, qui font que ce scénario se ressort comme plus impactant. Pour le compostage industriel et la méthanisation centralisée, les transports amont et aval sont très impactants sur cet indicateur épuisement des ressources. Donc on voit que là, le transport joue beaucoup sur ces scénarios. Donc par rapport aux impacts générés, qu'est-ce qu'on peut en retenir, hein, sur les filières compostage? On voit que le processus de compostage va être impactant parce qu'il émet du N2O principalement. Et puis il y a l'implication au sol du compost ensuite qui entraîne des émissions azotées. Sur le compostage industriel, il y a également la plateforme de compostage et les consommations d'énergie associées qui vont être impactants, et puis la collecte amont des déchets de cuisine et de table, et notamment la maintenance du camion qui vont jouer. Les filières compostage domestique et partagé sont très proches, hein, en termes d'impact, mais on a quand même plus d'impact généré en domestique qu'en partagé. En méthanisation, les principaux contributeurs sont d'abord l'épandage des digestats, avec des émissions de NH3 et des lixiviations de phosphate. Ensuite, les émissions du processus de méthanisation, avec les fuites potentielles de méthane. L'énergie du processus de méthanisation, donc les consommations d'énergie, hein, du procédé. Et puis le transport. Passons maintenant aux impacts évités. Donc la comparaison des impacts évités de manière globale est présentée dans ce graphe, hein. Alors on voit que la méthanisation se dégage sur la plupart des indicateurs, puisqu'elle permet d'éviter, notamment par la production d'énergie et par la production d'un digestat, d'éviter effectivement des consommations d'énergie et d'engrais par ailleurs. Le compostage industriel, lui, permet d'éviter de la tourbe, donc ça a aussi des impacts évités. Enfin, les impacts évités liés à la cogénération sont supérieurs à ceux évités par l'injection quand on regarde l'ensemble des indicateurs. Et on verra que sur le changement climatique, par contre, l'injection est plus vertueuse. Donc vous avez un certain nombre de graphes comme ça qui vous montrent comment se répartissent en fait ces impacts évités. Donc là, on est sur la méthanisation à la ferme en cogénération. Et donc, on voit que les principaux contributeurs aux impacts évités de cette filière, c'est la valorisation du contenu azote des digestats, de son contenu phosphore et la cogénération, donc qui permet de substituer. On a pris une hypothèse qu'on substituait le mix électrique français. Et on a également pris une hypothèse sur la chaleur, donc ça permettait d'éviter aussi des consommations de chaleur. Sur l'injection, ça se répartit un petit peu différemment, mais on a aussi la partie donc azote, phosphore des digestats et puis le biogaz. Quand on compare ces filières injection et cogénération, ce qu'on peut noter, effectivement, c'est que la cogénération, elle permet d'éviter des impacts sur plus d'indicateurs. Et par contre, l'injection, elle a un effet beaucoup plus impactant sur l'impact changement climatique. Quand on compare la valorisation agronomique, donc à l'autre bout d'une tonne de déchets de cuisine et de table en entrée, on substitue un engrais plutôt qu'un amendement dans le cas de la méthanisation, et là, d'un point de vue environnemental, c'est plus intéressant. Donc on voit que le digestat, du coup, en substitution d'engrais, se dégage plus intéressant qu'un compost en substitution de tourbe, pour 8 indicateurs sur les 11. Quand on agrège ces résultats,
Alors, à prendre avec des pincettes, hein, c'est comme je le disais au début. Mais on voit du coup les différents indicateurs là qui s'affichent avec l'effet donc agrégé des différents scénarios. Donc sur l'indicateur changement climatique, les filières compostage domestique et partagé se dégagent comme plus impactantes, puisqu'elles ont très peu d'impact évité en fait, hein, donc du coup elles ont uniquement les impacts générés. Et sur les impacts agrégés de la méthanisation, ils sont inférieurs de façon générale à ceux de la filière compostage, qui permettent plus d'impact évité en fait, que ce soit sur les digestats ou la valorisation du biogaz. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que sur les filières de compostage, la filière compostage industrielle est la plus impactante sur 4 indicateurs, et qu'il y a quand même des impacts potentiels évités par la substitution de tourbe, mais qui ne compensent pas ces impacts générés. Donc c'est vrai qu'on a pris des hypothèses assez fortes en termes de type de plateforme, avec des énergies consommées, des émissions lors de l'épandage, et puis les infrastructures. Ensuite, on a les filières compostage domestique et partagé qui se dégagent comme plus impactantes finalement au niveau changement climatique. Elles ont très peu d'impact évité, puisque le constat c'est qu'aujourd'hui le compost il est pas toujours bien valorisé, en tout cas en compostage domestique, et il permet pas d'éviter en tout cas l'usage d'autres engrais par exemple. Sur les autres indicateurs, ces filières sont moins impactantes que le compostage industriel, mais plus que la méthanisation. Et donc ces deux filières génèrent moins d'impact que les autres filières, mais ne bénéficient pas d'impact évité. Sur la méthanisation, je me répète, ça permet de dégager davantage d'impact évité que le compostage, donc grâce au digestat et à l'énergie. Donc ça se dégage comme bénéfique quand on agrège ces impacts, mais c'est à prendre avec précaution. On l'a vu, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont prises, et donc il faut regarder ça avec précaution. L'épandage est le principal levier bénéfique. C'est-à-dire que quand on fait une analyse de sensibilité entre mauvaises pratiques d'épandage ou selon les conditions climatiques, le moment où on épand, etc., on peut avoir des impacts très différents sur les émissions liées à l'épandage du digestat. Donc ça, c'est un critère important. Et la dernière conclusion méthanisation, c'est de dire que les 3 filières, elles ont des impacts assez proches. Et il n'y a que 2 indicateurs qui bougent en fonction de la valorisation par cogénération ou par injection. Donc on l'a vu sur la partie changement climatique, les fuites de biogaz pour les filières méthanisation et les émissions d'N2O pour les filières compostage sont les premières contributrices. Donc attention au taux de fuite en fait de méthane sur les installations de méthanisation. Alors je rappelle qu'on a pris des hypothèses quand même assez pénalisantes, on va dire, pour la filière méthanisation. Mais on voit que ça se développe de plus en plus, de faire justement des analyses de terrain, de pouvoir mesurer ces fuites, et c'est important de le faire et de s'améliorer là-dessus en méthanisation. Et sur les émissions de N2O, là on voit que on peut améliorer les filières de compostage en réduisant ces émissions-là. On a de fortes variations des impacts pour les filières méthanisation liées aux pratiques d'épandage, et une forte influence de la prise en compte de la substitution ou non à des engrais. C'est pour ça qu'il est important de considérer les résultats sur les 3 plans et de regarder un petit peu dans le détail ce qui conduit aux résultats. Donc suite à cette analyse, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement des déchets de cuisine étape par méthanisation présente un intérêt environnemental à promouvoir dans tous les cas. Dans un contexte où les installations à la ferme et centralisées de méthanisation se développent, faudra prendre en compte les conditions économiques, techniques, réglementaires, effectivement, et maîtriser le taux de fuite de biogaz, ce qui est un facteur à ne pas négliger sur la partie méthanisation. En compostage, la valorisation des composts est un levier important, puisque ça va permettre en fait le compostage domestique et partagé génère peu d'impact et permet de traiter le déchet à la source, donc c'est très complémentaire aux filières qui impliquent une collecte. Et ces données récoltées pour cet ACV pourront être utilisées pour une application sur un territoire donné, sachant qu'on pourrait comparer plusieurs combinaisons de filières,
puisque en pratique sur le terrain, c'est plutôt ça qui se fait. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai rappelé ici les différentes personnes qui ont contribué à ce travail. Donc pour l'ADEME, Isabelle Desportes, et pour EVA, Mélissa Cornelius et Stéphane Lepochat, et les experts de la revue critique qui a été menée au fil de l'eau sur cet ACV étaient Linda Essani de l'INRAE, Doris Brockmann de l'INRAE Transfert et Jean-Baptiste Baer du CNRS Université de Nantes. N'hésitez pas à intervenir et poser vos questions. J'arrête un petit peu le partage comme ça. Je pourrais repartager si besoin, s'il y a des questions sur certaines diapos. Merci à tous, avec le micro ça marchera mieux. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat pour que je les relaie à l'oral. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui arrivent, dont certaines très longues. On va commencer par la première. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre méthanisation en cogénération et injection? Pourquoi est-ce que la première a moins d'impact? Quels sont les facteurs qui font cette différence? Alors on a les équipements d'épuration, etc. Enfin la comparaison des équipements. Alors je vais peut-être remettre la diapo correspondante. Donc sur les impacts générés par ces deux filières. On est d'accord? Hop. Alors c'est plutôt sur les impacts évités d'ailleurs qu'on a présenté. Hop, hop, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça plus simple. Je repartage un instant. Hop. Donc là, bon, je vous ai remis les impacts générés de toutes les filières, mais comme ça, on voit. En fait, sur les impacts générés, les trois filières sont assez proches, mais c'est vrai qu'on a un impact plus faible de la cogénération, donc on le voit, c'est en jaune. Donc sur le changement climatique principalement, et également sur les consommations d'énergie. Donc là, c'est principalement lié aux consommations liées aux consommations électriques liées à l'épuration en fait, qui vont être plus importantes du coup qu'en cogénération, où là on n'a pas autant de consommation sur site. Et également, je pense aux équipements en eux-mêmes, qui c'est plus d'infrastructure d'avoir un site en injection que d'avoir un site en cogénération. Merci. Une question aussi sur les technologies de méthanisation. Est-ce que vous en avez considéré plusieurs ou uniquement la voie liquide? Oui, on a uniquement considéré une technologie voie liquide classique, entre guillemets. Merci. Une question sur la substitution. La part de substitution, si on a bien compris, sur les différents produits, le compostage est considéré uniquement en substitution d'amendement, le compost, pardon, et le digesta uniquement en substitution d'engrais minéraux, et donc il n'y a pas du tout d'effet croisé d'apport de minéraux par le compost ou d'apport de carbone par le digesta. Voilà, c'est une des limites de l'étude, parce qu'on sait bien que c'est plus complexe que ça. Mais effectivement, ça a été un peu une hypothèse simplificatrice et qui montre bien que les impacts sont assez différents quand on prend en compte ou pas ces effets-là. Et c'est une hypothèse simplificatrice, pourquoi? Par manque de données ou... Comme on l'a dit, l'analyse bibliographique a quand même montré qu'en compostage domestique, il y avait très peu de... C'est pas un usage engrais qui est fait, puisque ça les particuliers vont pas utiliser moins d'engrais parce qu'ils ont mis du compost, quoi. En partager, ça pourrait davantage se discuter parce que ça part davantage en espace vert, sur des collectivités, des choses comme ça. Cela dit, on n'a pas trouvé de référence bibliographique qui permettait vraiment d'attester de ça. Donc dans les deux cas, c'est une substitution quand même. Il y a un effet stockage de carbone, mais il n'y a pas de substitution d'un autre produit. Et par contre, en compostage industriel, là oui, on a pris l'effet tourbe. Mais effectivement, un effet engrais aurait pu être envisagé. Après, on sait qu'en compostage, ça se libère quand même
plus lentement que sur un digestat, et donc c'est plus compliqué d'estimer une substitution d'engrais qui soit référencée, en tout cas dans la bibliographie scientifique. Merci. Ensuite, on a 2 questions de l'assiette au champ. Est-ce que vous avez considéré des émissions de méthane en compostage individuel quand le traitement est mal géré ou manque de structurant? Alors non, non, on n'en a pas pris en compte. Attendez, je vérifie quand même, mais j'ai pas la réponse là. Il me semble qu'on a considéré qu'il n'y en avait pas parce que on a regardé différentes modalités de compostage effectivement, et on a, je pense, exclu un compostage où il y aurait des émissions de méthane. On a considéré quand même que le tas était retourné de temps en temps. D'accord. Et enfin, toujours sur le carbone et le compostage, le carbone du compost provient-il des déchets de cuisine et de table traités ou des déchets verts apportés? Puisqu'une partie du carbone est dégradée durant le compostage. Les deux. C'est-à-dire qu'en compostage domestique et partagé, on a considéré que le déchet vert utilisé se dégradait aussi. Et donc, au final, la part du carbone dégradé dans le compost est autant liée à l'un qu'à l'autre. Et donc, on a réattribué, voilà, le carbone du DCT est une partie du carbone en entrée. Enfin, c'est la même proportion. C'est là où il y a une différence sur le compostage industriel, où là, on a considéré qu'il y avait du structurant et que donc, une partie du déchet vert ne se dégradait pas. Et en sortie, donc, il y a plus de DCT qui s'est dégradé que de structurant. D'accord, merci. Question suivante, c'est sur le cas de la méthanisation. Pourquoi cette hypothèse de 5% de taux de fuite sur le méthane? Alors, c'est issu de, alors je crois que c'est recommandation de l'INERIS et rapport Traquilix de l'époque. Voilà, donc c'était quand même référencé. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres études qui ont pris 2%. Il me semble que l'INRAE récemment a sorti une ACV où ils ont pris 2%. Alors la difficulté, c'est qu'il y a très peu de références biblio, là encore, sur le sujet. Ce qui fait que on a préféré prendre quelque chose d'un peu significatif quand même. Alors on voit qu'à 5%, la filière méthanisation s'en sort pas si mal quand même. Mais c'est pas pour ça. Enfin, faut pas que ça incite à faire des fuites de biogaz pour autant. Mais effectivement, il y a certaines sources qui citaient 5%, donc on est parti là-dessus. D'accord. Une autre question, toujours sur les émissions cette fois-ci. Pourquoi est-ce que le compost émet du protoxyde d'azote, N2O? Alors là, chimiquement, je vais pas savoir vous l'expliquer. Je sais que c'est le cas, en tout cas. On a utilisé on a croisé pas mal de sources bibliographiques différentes qui avaient mesuré ça. Après, vous expliquer la réaction chimique précise, je vais pas savoir dire. D'accord. Donc on a une question sur pourquoi prendre en compte la tourbe, qui n'est pas un produit alternatif habituel pour les amendements organiques, mais plutôt pour les supports de culture. Parce que ce compost peut être effectivement substituer un support de culture. Après, on s'est appuyé sur une étude qui avait été menée par l'APESA pour l'ADEME, où ils avaient déjà pris cette substitution-là pour des composts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver une matière organique à prendre en compte pour la substitution des composts, et c'est ce qui se rapprochait le plus, on va dire. Mais on est d'accord que c'est pas satisfaisant forcément. Ok. Donc il n'y a pas de standard finalement à ce niveau-là. C'est ça. Okay. Merci pour cette réponse. Toujours sur les émissions du compost, est-ce que les émissions de méthane et de protoxyde d'azote sont considérées différentes selon les modes de compostage? Ou est-ce que c'est partout pareil? Oui, on a pris les mêmes pour les 3 scénarios. Finalement, on a retenu les mêmes émissions. Donc ça veut dire que finalement le compost a les mêmes propriétés dans les 3 cas? Oui, tout à fait.
Il n'y avait pas suffisamment de sources bibliographiques pour les différencier en termes d'émissions. Là, je retombe d'ailleurs sur les émissions qu'on a prises. Il y a un petit peu d'émissions de méthane pour répondre à la question de tout à l'heure. Donc, il y a 2,2 fois 10 puissance moins 2 kg de CH4 par tonne de matière brute de DCT. Qui a un petit peu de méthane. Et bah oui, c'est le N2O qui est l'émission la plus significative après le CO2, bien sûr. Mais non, on n'a pas pu différencier les scénarios de ce point de vue-là, malheureusement. D'accord. Alors, on a Yves Mambrez qui nous dit qu'une étude suisse en allemand a mesuré des émissions de méthane sur des engins de compostage. Donc, D'accord. vous pouvez le contacter via le chat si ça vous intéresse de la récupérer. On a une question assez large sur quelle solution est préférable pour le traitement des déchets de cuisine et table selon les territoires ruraux ou urbains notamment. Donc, Euh, Pardon, sur le qu'est-ce qui est préférable, oui, c'est ça? sans critère Bah, de précision. oui. Bah, après, c'est un petit peu ce que j'expliquais, c'est que c'est plus compliqué que ça. On peut pas préconiser une filière vraiment plus qu'une autre, ou alors je risquerais de, voilà, moi c'est vrai que je suis assez pro-méthanisation, donc je vais pas dire le contraire. Mais non, non, toutes les filières ont leur intérêt en fonction des quantités de déchets de cuisine et de table à traiter. Hein. Ce que je souhaitais rappeler, c'est quand même qu'on a des scénarios où on parle pas des mêmes tonnages quoi en entrée. Donc c'est vrai que sur des solutions de proximité, on va plus aller sur du compostage domestique partagé. Et puis quand on a des volumes plus importants de déchets de cuisine et de table, là, allons vers la méthanisation. Mais c'est vrai que voilà, on voit que les distances de transport sont quand même impactantes, comment on va valoriser l'énergie et le digestat en sortie. Donc c'est là où ce type d'ACV est amené territoire par territoire sur une combinaison de projets concrets en fait. Parce qu'on peut dire tellement de bêtises en faisant des approches très, très théoriques avec plein d'hypothèses, que c'est intéressant de mener ce type d'études, oui, en prenant un méthaniseur qui a tels intrants, qui va valoriser le digestat de cette manière-là, face à un compostage qui va avoir tel procédé, etc. C'est important d'entrer dans le détail des choses. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, on parle de méthanisation de compostage, c'est systématiquement avec d'autres matières. Est-ce que c'est possible techniquement de faire du compostage ou de la méthanisation avec seulement un flux de déchets de cuisine et de table? Alors, compostage, non. Il va obligatoirement falloir un structurant. Enfin, un structurant, ou en tout cas du déchet vert qui va amener l'aération et le fait que ça puisse faire cette dégradation aérobie. En méthanisation, on peut imaginer du 100% déchets de cuisine et de table. C'était pas le souhait de l'ADEME, puisque ce qui se constate sur le terrain, c'est de moins en moins. Il y a très peu d'installations finalement 100% déchets de cuisine et de table, et que c'est plutôt en codigestion avec d'autres intrants que ça se fait. Après, c'est pas impossible. D'accord. On a une nouvelle question, donc pour s'appliquer sur un territoire donné, quelle est la mise à disposition de ces informations pour faciliter l'application sur différents territoires? Est-ce qu'il y a des outils, des ressources? Euh, il y a des différents. Alors, dans la liste de la bibliographie, hein, vous pourrez trouver sur la partie compostage, il y a notamment des guides. L'ADEME a fait des choses assez pédagogiques pour mettre en œuvre du compostage de proximité, des choses comme ça. Après, strictement sur comment analyser les impacts environnementaux de ces différentes filières, là, il n'y a pas de choses très. Enfin, il y a le rapport que vous pouvez consulter et vous approprier par rapport à votre territoire, mais c'est vrai que il faudrait refaire un petit peu le même type d'études à l'échelle du territoire concerné. Je vous ai partagé le lien vers l'étude complète, le rapport dont il est question dans le chat. Il est également disponible sur la page web de l'événement webinaire ACV sur le site de la T2E. Donc effectivement, c'est quelque chose qui demande des études spécifiques à chaque fois. Il n'y a pas vraiment d'outils tout fait. Alors, on a une question sur le facteur acidification qui semble lié à l'hypothèse de fuite de méthane pour la méthanisation. Est-ce que vous avez déterminé un taux de fuite qui fait la bascule entre le compostage d'un côté et la méthanisation d'autre part?
Alors non, on n'a pas regardé le point de bascule. Alors je vais peut-être réafficher la slide correspondante. Hop. Voilà. Ah oui, alors là on n'a pas l'acidification. C'était plutôt changement climatique et oxydation photochimique. Et donc oui, bah, le même type de graphe pourrait être fait. Après sur l'acidification, bah, on voit qu'en tout cas avec un taux de fuite à 5%, hein, là si on regarde l'ensemble des impacts générés, la méthanisation est beaucoup plus impactante effectivement que les scénarios de compostage. Mais là oui, je vais pas avoir le moyen de vous donner la réponse. Alors j'imagine que dans le rapport complet, vous trouveriez des graphes où on voit bien c'est peut-être plus facile de voir ça. Mais après, on n'a pas déterminé le taux exact ou le point de bascule, quoi. Ça, vous trouverez pas cette information-là. D'accord. Et sur le changement climatique, est-ce que vous avez des indications ou pas? Alors là, pareil, je pense qu'on va ça dépend si on regarde le généré ou l'agrégé aussi. Tout à fait. Alors là, si on regarde, vous avez toujours à l'écran là ou oui, c'est toujours partagé. Hop. Ouais. Donc là, en tout cas, sur les impacts générés, quand on est à 5%, donc en couleur pleine, hein, on voit qu'on est très proche en fait, en niveau changement climatique, qu'on est très proche du compostage, un tout petit peu au-dessus, mais c'est léger. Donc on peut se dire que c'est à peu près 5%, effectivement. Un taux de fuite de 5% fait que les impacts générés sont du même ordre que le compostage, quoi, sur le changement climatique. Et si on va au-delà de 5%, bah là, on va être plus impactant. Mais effectivement, si on va sur les impacts agrégés, hop, bah là, la méthanisation avec un taux de fuite de 5% se dégage comme plus intéressante du point de vue du changement climatique, qu'on soit en cogénération ou en injection. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive à la fin des questions. On a plusieurs remerciements pour la clarté des explications, y compris pour des novices. Merci beaucoup Audrey pour cet effort de pédagogie qui n'est jamais simple sur les analyses de cycle de vie qui sont toujours un peu complexes à expliquer et notamment avec toutes les limites, les sensibilités, les marges d'erreur, les limites de la bibliographie aussi, puisque toutes les émissions et tous les impacts n'ont pas forcément été mesurés pour toutes les options qu'on essaye de modéliser. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Je vous rappelle que cet événement est enregistré et donc diffusé et disponible sur la page de l'événement, sur la plateforme, la chaîne YouTube de la T2E. Pour les prochains événements du CTBM et de la T2E, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de la T2E sur notre site internet. Et si les sujets de décarbonation du gaz vous intéressent, nous organisons la semaine prochaine, mardi 24 mai, un événement sur la décarbonation du mix gazier auquel vous pouvez encore vous inscrire. C'est un événement qui se tient à Paris toute la journée du 24 mai. Donc merci d'avance, au plaisir de vous retrouver pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci Audrey.